Bese pampo ben kwa nyamba njalo senge. Butela lo ye ken kwa so nyoli sangi alo nyanyanga. Mana mboye duali ya wante bela oho. Mana mboye duali ya wante bela oho. Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers internautes. Bonsoir, tous ceux qui ont décidé de revaloriser notre système éducatif à travers l'émission L'œil des enseignants. Merci pour tout ce que vous faites et continuez à partager et à vous inscrire ou mieux à vous abonner à cette chaîne. Comme promis à notre dernière émission, aujourd'hui, c'est notre première émission sur Zoom où vous pouvez vous connecter à travers le monde. Si sauver notre éducation est votre souci, alors n'hésitez plus à participer à nos émissions qui seront du reste sur Zoom et à partager le lien pour que nous soyons nombreux à réfléchir sur l'avenir de nos enfants, sur l'avenir de notre pays, sur l'avenir de notre système éducatif. Alors, pour aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir notre frère qui a écouté notre message et qui n'a pas hésité de se décider afin de nous joindre aujourd'hui à cette émission encore consacrée à la valorisation de notre système éducatif. Il s'agit de M. Victor Pakou qui aura se présenter devant vous et qui a accepté de continuer avec nous ou de partager, de discuter avec nous tout au long de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation de la gratuité de l'enseignement de base une année après. Mais aussi, nous aurons aussi à parler des résultats des examens d'État. Là, on aura à discuter sur les résultats, mais aussi sur la manière dont les finalistes célèbrent ou fêtent ce résultat. Sans abuser de votre temps, donnez-moi quelques minutes le temps de connecter notre ami Victor Pakou. Allô? Oui, ça va, ça va. 5 sur 5. Ça va maintenant? Maintenant, ça va, très bien. Ok. Ok, 5 voilà. sur 5. Merci de nous joindre à notre émission L'œil des enseignants qui passe aujourd'hui en direct. Nous sommes ravis que tu aies le souci de valoriser notre système éducatif. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets, à savoir, le premier, ça sera l'évaluation sur la gratuité de l'enseignement. Et le deuxième point sera sur
le résultat des examens d'État de la session 2020. Sans plus tarder, il y a une année que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en pratique l'ordonnance stipulant la gratuité de l'enseignement qui était signée depuis 2004. Aujourd'hui, c'est une réalité que cette ordonnance est effective. Alors, comme première question, quelles sont vos impressions à propos de cette gratuité qui est en train de se vivre dans notre République démocratique du Congo? Merci beaucoup. C'est votre frère aimable, chercheur scientifique qui vit aux États-Unis, M. Victor Pakou, Vibidila. J'aimerais tout d'abord saluer tous les auditeurs qui ont eu le temps de nous suivre en ce moment. Là où vous êtes, je vous salue. Nous avions eu à évaluer pendant que le président de la République a son exercice concernant l'éducation, en matière de l'éducation, sur la gratuité de l'enseignement ou l'accessibilité des enfants aux établissements. C'est à nous de faire le bilan ou de voir comment cela évolue. Nous disons ceci, ce projet a été proposé par la Constitution, c'est un projet constitutionnel. Donc cela devrait être, il devait avoir des préalables où on ne devait pas le faire à la hâte. C'est comme c'est un projet qui engage la nation, qui engage le bien-être de la communauté. Donc ça devait être, il a fallu prévoir ce qu'on attend par les préalables. C'est comme l'État devrait d'abord, avant d'exercer, de mettre tout ça en pratique, il devait d'abord résoudre certains préalables tels que le plan technique ou administratif. Parlant de plan technique, je parle de la construction des écoles. Il devait d'abord commencer par construire des écoles dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo et aussi connaître les besoins nécessaires des écoles parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons toujours, que l'école a besoin et à plus mobiliser ou créer les mobiliers scolaires comme les salles de récréation, comme les activités scolaires comme on le voit ici ou partout où nous y sommes. Il devait aussi équiper le milieu scolaire ou le milieu éducatif. Ça, c'est sur le plan technique un peu. Quand je parle sur le plan administratif, c'est-à-dire que l'État devait aussi avoir, il devait d'abord chercher à harmoniser les situations dans l'ensemble pour les nouvelles unités ou dans l'ensemble, que ce soit les non-payés, Parce que généralement, nous constatons que quand on paye les gens, nous avions toujours vu les gens qui travaillent comme tout autre enseignant, mais à la fin, pour qu'ils soient rémunérés, on voit qu'il peut être non-I, c'est-à-dire nouvelles unités, ou soit il peut être NP. Donc, il devait commencer par sensibiliser ou revoir les cas, les payer en avance pour mettre toutes ces stratégies et puis à réaliser ces projets. Donc, ensuite, il devait aussi budgétiser cette opération pour que cela soit un peu à bonne et due forme. Bon, merci pour votre intervention, mais je voudrais quand même revenir un peu sur ce que vous veniez de dire là. Oui. Vous veniez de dire qu'il fallait d'abord des préalables. Oui. Et moi, je crois que cette ordonnance avait été signée depuis 2004 et l'effectivité a eu lieu en 2019. Au fait, 15 ans plus tard, faudrait-il que le président qui a cette bonne volonté de ramener tous les enfants à l'école, commencer par construire des écoles, commencer par équiper les écoles et aussi chercher les besoins des enseignants pour commencer ce processus, pardon. Merci beaucoup pour votre préoccupation.
Moi, je crois qu'on peut avoir la bonne façon, la bonne manière d'entreprendre certaines démarches. Un processus qui attend, qui était signé depuis 2004, comme vous le dites là, ça prend du temps. C'est-à-dire que celles-là qui étaient là au pouvoir, peut-être qu'ils n'ont pas pu réunir les moyens nécessaires pour extenter ces projets. Alors, tout ça, ça demande un budget. Ce n'est pas de hasard qu'on peut directement vous dormir puis vous réalisez que non, bon, le lendemain, je dois faire ça, ça, ça. Non, non. Le tout commence petit à petit pour aboutir. La construction des écoles, ça demande aussi un budget. Il faut que l'État dispose les budgets valables. Alors, on ne peut pas le faire ça à la hâte comme ça. Et surtout, nous savons bien que l'enseignement, on n'improvise pas d'abord à être un enseignant, mais on le devient. On le devient par une formation. Ça demande le temps, des sacrifices, tout qu'on sort. Alors, cela me revient toujours à signaler que les projets doivent être d'abord devraient être budgétisés. Peut-être l'ancien gouvernement n'ont pas pu arriver à régulariser certains comptes pour exempter ces projets. Donc, cela devrait être revu avant qu'il soit examiné. Oui, bien sûr. Bon, à qu'à cela ne tienne, maintenant que ces projets déjà mis en marche, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce qu'il y a une année que nous venons de passer, une année déjà, et cette année a au moins reçu plus de 2 millions, 9 millions d'élèves qui sont rentrés dans le chemin de l'école. C'est un projet qu'il faut encourager ou qu'il faut décourager? Premièrement, quand on a de bonnes initiatives, nous devons toujours soutenir les initiatives. Mais cela, on doit voir dans quel sens on peut le faire. Ça ne peut pas être un challenge, c'est-à-dire que tu voulais défier quelqu'un. Non, je vais faire ça pour qu'on me voie que c'est moi qui ai fait ça. Non, les projets existaient. Alors, premièrement, il y a l'école aussi. En étant enseignant, nous savons que ce métier n'est pas facile. Hein. C'est vraiment difficile. Même ici où nous sommes, nous voyons d'abord que l'initiative est bonne. On peut toujours soutenir. Mais la façon dont les démarches ont été entreprises, ce n'était pas correct. Bon, maintenant que c'est déjà opérationnel, qu'est-ce que tu proposes pour que si aujourd'hui il nous attendait, qu'il puisse se mettre en pratique? Parce que bientôt, ça sera une nouvelle année sur cette expérience de la gratuité de l'éducation de base. Oui, merci beaucoup. Actuellement, comme c'est déjà consommé, nous attendons vers une autre année que nous allons entamer bientôt là. C'est-à-dire que l'État doit budgétiser ces projets, doit mettre les moyens financiers en jeu pour résoudre certains préalables pour qu'on ne revienne plus sur les tables rases, ou soit qu'on ne tourne pas en rond. Parce que jusque-là, ce que nous devons savoir, il y a des choses. L'argent qu'ils ont opté ou l'argent qu'on paye actuellement nos enseignants, ils se sont un peu divisé ça en deux. C'est-à-dire, celles-là qui vivent dans le milieu urbain et reçoivent autre par rapport à celles-là qui vivent dans le milieu rural. Donc, il faut essayer un peu de modifier tout ça parce que nous tous sont des enseignants. On ne peut pas privilégier les autres pour laisser les autres. S'il s'agit d'aider, l'État doit aider tout le monde en tant que fonctionnaire. Oui, je comprends, mais vous savez qu'il y avait un problème de paiement là que la gratuité est venue vraiment peut-être mettre fin. Il y avait de disparité la différence de paye. Quand les parents devraient supporter les écoles, il n'y avait pas de salaire uniforme. Et ça dépendait d'une école à une autre, d'une province à une autre. Et aujourd'hui, avec la gratuité, l'État veut s'assumer. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, même si le montant n'est pas vraiment minime, n'est pas vraiment significatif, mais je crois que c'est une bonne initiative qu'il faut encourager parce qu'il y a eu des écoles, prenons des écoles catholiques, où les enseignants avaient presque 400 $ et que dans les écoles officielles, les enseignants avaient moins de 100 $. Et maintenant, avec la gratuité, l'État veut maintenant prendre la charge des enseignants. Mais je crois que c'est une bonne initiative qu'il faut encourager.
et que les parents sont au moins un peu épargnés de tous les désordres qui régnaient dans des écoles. L'initiative est bonne, comme je l'avais dit au préjudice. C'est-à-dire qu'il y avait auparavant les enseignants, les parents qui soutenaient les enseignants. Et il y a d'autres écoles ils étaient bien payés, bien rémunérés par le parent par rapport à d'autres écoles. Actuellement, nous avions vu leur salaire qui est devenu standard. Mais la question, c'est à nous de savoir quel est le résultat escompté de l'éducation ou de la matière que nous donnons à nos enfants, à nos apprenants. Pourquoi? Parce que l'assimilation de la matière se fait à la maison et l'adaptation, c'est ce qui se fait en classe. Donc, un maître doit s'assurer réellement que l'enseignement que j'ai donné, que j'ai dispensé à mes apprenants, ils seront en mesure de l'assimiler même à la maison. Et quand ils reviendront, et tout sera bien. Revoyons actuellement, le nombre d'élèves était un peu limité dans des salles de classe. L'enseignement était donné et il y avait suivi. Et actuellement, qu'est-ce que nous allons dire? Il y a une salle qui peut avoir 25 nombres d'élèves. Actuellement, ils peuvent aller à plus de 100 élèves. Admettons, par exemple, à 100 élèves. Et quel est cet enseignant-là qui sera censé suivre l'état de l'avancement de chaque élève? Quel enseignement ou quelle matière que nous donnons à nos enfants, à nos apprenants? C'est bien, c'est l'initiative, c'est bon que l'État soutient, mais alors, nous devons aussi savoir les devoirs d'un enseignant vis-à-vis aussi des enfants et ce que les enfants doivent faire pour la classe. Mais voilà pourquoi ils ont recruté les nouvelles unités. C'est pour désengorger un peu les classes. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de locaux, mais nous pouvons quand même demander au gouvernement de continuer parce que plus nous attendrons, plus aussi il y aura beaucoup de dégâts, il y aura beaucoup des enfants qui ne vont pas aller à l'école. Et comme conséquence, on aura des koulouna, on aura de l'insécurité partout. Et voilà un peu ce qui est mauvais si on arrêtait ce processus de la gratuité de l'enseignement en attendant qu'on ait des locaux, en attendant qu'on ait que des professeurs soient payés, en attendant tous ces préalables-là soient réunis. Ça va encore nous rétrograder, non? Allô? Vous m'écoutez? Ça date de longtemps où tu vois, tu travailles et à la fin, on te dit que toi, tu es une nouvelle unité. Donc, tu n'as pas droit il faut toujours attendre jusqu'à ce que l'État doive te payer. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un budget nécessaire pour que tu sois payé. Dans des écoles, ce ne sont pas tout le monde qui sont en ordre. Les nouvelles unités, les non payés, ils sont là. L'État devait d'abord commencer, comme j'avais dit, devait d'abord commencer à régulariser la situation des nouvelles unités et les NP. Parce que là, ça cause un peu une confrontation des deux tendances entre celles-là qui touchent et celles-là qui ne touchent pas. Et généralement, celles-là qui ne touchent pas, ils bénéficient du transport que le parent paye pour les enfants à l'école. Alors, c'était l'État qui devait le payer. Donc, l'État doit d'abord commencer à régulariser leur situation et avant d'abord de résoudre certaines préoccupations qui lui concernent. OK. Merci, mon ami Victor Pakou. Maintenant, nous voulons, je crois que à ce point-là, c'est un point qui sera encore de plus en plus discuté. Et vu le temps, nous voulons maintenant passer au deuxième point, qui n'est rien d'autre que la publication des résultats des examens d'État. Et la semaine passée, c'était la publication des examens d'État qui avait commencé à Kinshasa. Et aujourd'hui, on nous a dit que le pourcentage ou le taux de réussite est de 68%. Alors, la question est de savoir, après 5 mois d'arrêt de cours,
les résultats que nous observons des examens d'État sont fiables ou sont erronés? Merci beaucoup pour cette question qui est vraiment importante de savoir sur l'évaluation des non-finalistes. Moi, je crois que le programme n'a pas été respecté comme il faut, si on peut, nous pouvons le bien dire. Parce que nous voyons l'année terminale des 3 premiers semestres. Le premier semestre, trimestre, d'une manière trimestre, parce que j'ai fait une confusion, trimestre, ça englobe d'abord le prérequis, c'est que les préfinalistes, c'est que vous avez dans des classes précédentes, c'est-à-dire en 5e année. Prenons le cas de la 6e année. Ce que vous avez eu en 5e année, ça sera comme une répétition. Et le deuxième trimestre, ça sera comme maintenant, ça doit être à l'approfondissement de ce qui a été donné en 5e, mais qui était limité. Ça devait être une continuité. Et l'autre, là, sera concentré aux exercices et à la pratique, ainsi que recherche personnelle des étudiants ou des élèves. Alors, nous avions vu que en République démocratique du Congo, non seulement en République démocratique du Congo, la COVID qui a frappé le monde entier, et cela a essayé un peu de donner les déséquilibres, surtout sur du côté éducation. Le programme n'a pas été vraiment allé jusqu'au bout. Donc, c'est ce qui a fait qu'il y a décadence. Les élèves finalistes doivent quand même dire merci de ce qu'ils ont réussi, parce que ça, c'est comme un cadeau, on peut le dire, on peut sous-estimer à la COVID qui a changé le programme. Qu'est-ce que je peux dire? C'est, on est finaliste, on ne peut pas se limiter de ce que tu as appris en classe ou ce que tu as appris chez ton maître, chez ton professeur. Ces élèves, ces apprenants doivent aller continuer les recherches personnelles pour qu'ils puissent remplir ce qui manquait. Ils doivent s'auto-éduquer, donc faire les recherches personnelles dans leur domaine approprié. Si dans le cas des ateliers, ils doivent aller dans les ateliers, faire de connaissances, faire de pratiques pour les aider à améliorer leurs conditions intellectuelles. Ça, c'est le premier point. Bon, je voudrais un peu savoir, oui. Parce qu'on a vu des enfants, parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous me suivez? Oui, très bien. OK. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, si on voit les pourcentages les pourcentages que les enfants font aujourd'hui, rares sont ceux qui font le 50%. Et la majorité est dans le tranche de 70 à 90, c'est-à-dire de 70 jusqu'à 90%, 93 même. Est-ce que 3 mois, 5 ans, disons 5 mois après le Covid, est-ce que c'est vraiment une réalité, ou ce sont des points mérités, ou c'est vraiment du farfelu, ou ce sont des points donnés gratuitement pour vraiment juste colorer les examens d'État? Non, ça c'est, merci beaucoup pour cette préoccupation. Moi, je dirais qu'à l'époque où nous avions présenté l'examen d'État, c'était à l'époque où les ministres, c'était M. Omer Koutoumi Sakiota. Nous savons comment les résultats étaient. À cette époque, si vous aviez étudié, vous pouvez mériter ce que vous avez étudié. Mais actuellement, nous savons comment nos enfants étudient. Les conditions ne sont pas bonnes. Et on le voit maintenant, il n'y a pas rare les cas qu'on voit les 50, les 51, les 52, les 63, ou 70%, 80%. Mais quand ils ont fait les E13, le point qu'on envoie dans l'administration centrale de l'éducation, et les points que l'AFA a obtenus, ils vont comparer. Alors, quelque part, moi, je vois que les normes n'ont pas été respectées comme il faut. Elles n'ont pas été respectées comme il faut. Parce qu'on peut dire, ça, c'est un cadeau qu'on les a fait. Ce que je disais,
Ces enfants-là doivent apprendre, doivent se faire ce qu'on appelle par l'auto-apprentissage. C'est-à-dire qu'ils doivent s'apprendre, s'auto-éduquer. Donc, connaître bien les métiers où ils font. Ils doivent bien encore revoir leur matière. Ils doivent encore revoir leur programme jusqu'au fin fond. Connaître parce que on n'étudie pas pour avoir les points, ce qui est important, mais nous étudions pour comprendre et puis être utile pour demain. On peut étudier, quelqu'un peut te donner, tu étudies, mais bon, il te donne un métier, il peut te donner 10 points, 20 points, juste par complaisance. Mais qu'est-ce que tu as gagné en toi? Donc, ceux qui doivent savoir que nous n'étudions pas pour les points, pour avoir le point 80, 70%, mais nous étudions pour l'avenir, pour notre avenir d'abord nous-mêmes, c'est reconstruire, être un homme utile, pas de manquement, donc être bâti pour être utile à la société. Bon, monsieur Steve Mbikai, ancien ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, oui. Il est passé dernièrement sur Top Congo et a demandé qu'on puisse tout simplement arrêter avec les examens d'État parce que ça ne reflète pas la réalité des résultats que font nos élèves. Quelle est votre appréciation à ça? Le ministre, en tant que patron de l'éducation et de l'enseignement, à cet égard, nous pouvons dire, c'est comme je disais, que c'est comme s'il n'y a pas eu l'égalité entre les points qu'on donne à l'école, que l'école envoie dans l'administration, ainsi que l'État, c'est que la comparaison des deux points qu'on dise, l'État et l'école, il n'y a pas eu de concordance. C'est-à-dire qu'on devait faire une année élastique, on devait arrêter une date, les enfants pourraient continuer à suivre les cours régulièrement et leurs pratiques, et après 2 mois, 3 mois, ils pourraient faire l'examen. Ça pourrait aussi être une bonne chose, au lieu qu'entamer le tout dans 1 mois. OK. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant, parce que nous disons ici que M. Victor Pakou habite aux États-Unis et nous voulons un peu lui demander de nous dire la façon qu'il voit les enfants qui terminent les high school ici et ceux qui terminent les secondaires, disons les humanités chez nous, comment ils fêtent leur diplôme? Qu'est-ce qui fait que les enfants d'ici fêtent bien leur diplôme et que nos enfants font des bruits, mettent de la poudre? Qu'est-ce qui est à la base de cette différence? Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. Moi, je crois que premièrement, c'est question de la culture. La culture. Avoir un diplôme d'État, c'est un début. Auparavant, nos parents nous ont toujours dit que si vous avez votre diplôme d'État, vous êtes déjà libre. Vous devez faire ce que vous voulez. Vous êtes déjà à la portée. C'est-à-dire, on sous-entend qu'à l'âge de 18 ans, l'enfant est devenu responsable. Donc, à l'âge de 18 ans, l'enfant est prêt il a son diplôme d'État ou il a fini son high school. C'est-à-dire, il n'est plus mineur, il est devenu majeur. Il a quitté le rang parental pour franchir une autre étape, l'étape de l'adulte. Donc, ça est une joie. Premièrement, c'est une joie. Ça reflète une joie. Et nous fêtons quand nous réussissons. Et quand on échoue, on ne fête pas. Ce n'est qu'évident. Ici, on voit les deux côtés. L'éducation, c'est toujours, ça ne change pas. Les enseignements que nous apprenons, c'est toujours les mêmes. Sauf que ici, c'est comme chez les Blancs, ils ont essayé un peu d'harmoniser leur système éducatif. Ce qui fait, qui montre après qu'il y a un peu, je peux dire, on voit qu'il y a la technologie a évolué par rapport à nous, chez nous, parce que nous avions notre technologie. Excusez, Victor. Est-ce que ce n'est pas, excusez-moi, vous me suivez? Très bien. Est-ce que ce n'est pas un problème de manque de responsabilité du gouvernement? Parce que ici,
on organise, c'est la même façon qu'on organise les collations des grades, c'est la même façon qu'on organise les collations pour les high school. Et vous voyez, on fête, les enfants fêtent avec les gouvernements, avec les écoles, avec la cité. Mais pourquoi c'est là? C'est comme si les enfants étaient abandonnés à eux-mêmes après une longue durée d'études. Moi, je crois que le gouvernement devrait au moins coordonner cette festivité. Oui, c'est comme je disais auparavant, d'abord, c'est le problème de la culture, notre culture. Nous aussi, nous célébrons. Quand il y a, nous célébrons, comme je disais, quand nous voyons le résultat apparaître, c'est tout le monde qui est dans la joie. Et ici, ils organisent ça, quelque chose. Ça, c'est aussi leur façon, le ministère de l'Éducation nationale d'ici. Et aussi, ils ont leur façon de célébrer toute cette cérémonie par rapport à nous. Et chez nous, auparavant, dans les anciens temps, ça existait. On appelait tous les finalistes et puis, ou soit dans une église, et on donne les résultats. Ça se faisait auparavant, ce qu'on a appris. Bon, on n'a pas vu dans cette époque-là, mais et ici, ils ont quand même leur structure, comment ils organisent les choses. Je crois que ça dépend de l'éducation du pays à une autre. Mais est-ce qu'on ne peut pas recommander cette façon de fêter chez nous? Bon, là, ce n'est pas à moi à répondre. Moi, c'est les autorités compétentes qui peuvent voir, comme on se réfère toujours à la Belgique, ils peuvent voir comment les systèmes éducatifs évoluent dans des cérémonies. Là, ce n'est pas à notre compétence. Je crois que c'est la compétence de l'autorité morale. Oui, mais parce qu'il y a l'enfant qui a réussi et maintenant, les enfants qui se mettent sur des routes à injurier, à boire, avec des tenues là, vraiment non concordantes, pardon. Et voilà un peu que nous devons quand même, parce que l'objectif de l'aide des enseignants, ce n'est pas seulement parler de l'enseignant, mais parler aussi des conditions de vie des enseignants, des conditions de vie des élèves pour donner une nouvelle image à notre société. Mais par là, je crois que c'est le problème de la mentalité. La mentalité, l'éthique et la déontologie. J'ai eu mon diplôme d'État. Ce n'est pas du tout évident que je dois aller me promettre dans la rue, crier, tout consort. Je peux rester chez moi. Je viens, je prie, oh Dieu, merci, tu m'as gardé tout au long de mon parcours. Et voilà, j'ai eu mon diplôme d'État. Et si ma famille va passer peut-être à faire quelque chose comme fête, je peux appeler mes amis, on fête ensemble et puis c'est tout. Oui, moi, je crois que c'est une... S'ils peuvent nous écouter, moi, je crois que ces enfants-là, d'un côté, se défoulent. Abandonnés à eux-mêmes, ils cherchent vraiment à fêter parce que c'est de la même manière que ceux qui fêtent les collations des grades pour les universités. Si le gouvernement pourra ou pouvait vraiment organiser ça, on éviterait beaucoup de choses. On éviterait beaucoup de choses et ça sera ça sera une motivation, pardon, pour ceux qui sont dans les classes montantes. Au lieu de les abandonner comme ça, ils cherchent pas à se défouler d'eux-mêmes, ils vont chercher à prendre le taxi, à mettre la poudre. Et si on organisait une cérémonie où les parents, les amis pouvaient être ensemble pour fêter ces diplômes, je crois que ça va éviter beaucoup de choses et beaucoup de dérapages que nous constatons aujourd'hui. Oui, je suis particulièrement d'accord aussi avec vous, mais j'allais aussi ajouter que quand il y a de tels événements, nous voyons aussi l'école comme responsable aux apprenants. D'autres écoles, je ne généralise pas les tout, mais certaines écoles organisent des cérémonies comme des cérémonies de séparation. Ils organisent quand même un petit événement. On échange, on mange, on parle, on prend des photos et puis on se sépare. Et la fête continue peut-être les uns aux autres dans leur lieu domicile. OK.
Bon, en tout cas, le temps nous est méchant et nous sommes presque à la fin, parce que c'était chronométré, à la fin de notre émission. Vraiment, je tiens encore vous remercier. Je suis vraiment très content que vous participiez à cette émission. Et si cela ne vous dérange pas, vous serez toujours le bienvenu. Et nous demandons que nos amis qui nous suivent puissent nous joindre chaque samedi à 7 heures pour partager, pour apporter leur pierre à la construction de l'édifice de notre système éducatif. Alors, Monsieur Victor, avant de vous laisser partir, quel est votre dernier mot à sur tout ce que nous avions parlé aujourd'hui? Je vous remercie beaucoup, M. J, pour l'invitation qui m'a été offerte et parler de notre pays en matière de l'éducation, ainsi que l'éducation dans l'ensemble, entre autres la gratuité de l'enseignement, ainsi que les résultats scolaires que nous avions vus pour cette année. Je tiens à saluer et à remercier tous les auditeurs qui ont disposé leur temps de nous suivre. Et je vous dis aussi de rester branchés et abonnez-vous. L'aide des enseignants, partout où vous êtes dans le monde, nous devons avoir cette souci-là à penser pour notre pays, partout où nous sommes. Nous devons aussi savoir que l'objectif n'est pas seulement d'être là où on est, mais c'est l'objectif est d'apprendre les connaissances de l'endroit où nous sommes pour venir construire notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami, et que Dieu nous protège. Que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé. Merci encore et à la prochaine. Mbana mboye duwali ya gwante pela o